Alors, cette première table ronde concerne donc les questions d'éthique, d'une manière générale. Pour introduire cette première table ronde, il m'est venu en tête une phrase que vous connaissez bien, celle de Rabelais, qui écrivait il y a quelques 500 ans environ, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et je ne sais pas si en affirmant cela, il se doutait qu'au cours des ans, voire des siècles, des générations de lycéens et d'étudiants allaient devoir s'échiner à commenter cette belle sentence. Rassurez-vous, je m'adresse là aux intervenants, je ne vais pas vous demander de le faire, mais en tout cas, et d'une certaine façon, avec cette phrase, cette sentence, Rabelais affirmait déjà, avec certaines recherches scientifiques, certaines avancées scientifiques, on risquait, si l'on n'y prenait pas garde, de perdre son âme. Et au fond, en écrivant cela, il posait déjà la question des bonnes pratiques, de leur contrôle, les questions de l'éthique, les questions de déontologie. Et c'est de l'ensemble de ces questions-là dont nous allons pouvoir discuter lors de cette première table ronde. Nous avons pour ce faire 3 intervenants que je vous cite donc une première fois par ordre alphabétique. Il s'agit d'abord de M. Hervé Chenvez. Ensuite, interviendra Rémi Mossery. Et en troisième, interviendra donc Denis Smirou-Navier. Rémi Mossery, je vous donne la parole donc en premier. Vous êtes référent intégrité scientifique, directeur de recherche au CNRS. Donc, je vous passe la parole et je ne doute pas que vous nous apporterez des éclairages sur quel est exactement le rôle d'un référent en intégrité scientifique. Vous êtes d'ailleurs par ailleurs membre du comité d'éthique du CNRS. Voilà, Rémi Mossery, je vous passe la parole. Bien, est-ce que vous voyez bien l'écran maintenant? Tout à fait. Bon, donc bonjour, je vous remercie pour cette invitation à participer à cette très intéressante université d'automne. Et je vais donc essayer de vous présenter la façon dont les questions d'intégrité scientifique sont abordées au CNRS. Tout d'abord, je voudrais donner des définitions, en particulier ce qu'on appelle l'intégrité scientifique, et peut-être indiquer en quoi c'est un peu différent de l'éthique et de la déontologie. Donc, l'éthique, ça vous invite à réfléchir aux valeurs qui motivent nos actes et à leurs conséquences. Ça fait appel au sens moral et à la responsabilité. Ça se discute. On peut avoir des avis opposés et les échanger. La déontologie, c'est associé à des textes et des règlements, c'est les devoirs et les obligations imposées à une profession. Et enfin, l'intégrité scientifique, c'est plutôt un code de bonne conduite qui doit gouverner toutes les pratiques de recherche et c'est une condition indispensable à la crédibilité de la science. Alors, pour essayer de donner un exemple de la différence qu'il peut y avoir entre éthique et intégrité scientifique, je voudrais vous parler 2 secondes de ces ciseaux génétiques dont il a été question hier à une des tables rondes et qui ont valu le prix Nobel de chimie à ces 2 dames cette année, dont une française, Emmanuelle Charpentier. C'est donc un outil très puissant en biologie. Cette découverte ne pose pas a priori de problème d'intégrité scientifique. Enfin, pas que je sache, il n'y a jamais eu, je n'ai pas entendu dire que cette recherche avait été… je vois que Hervé réagit, il nous le dira, moi je ne suis pas biologiste, mais en tout cas, qu'il n'y avait pas de fraude, je n'ai pas entendu parler de fraude ou de choses comme ça liées aux résultats publiés. Par contre, clairement, cette recherche, ces ciseaux génétiques, ouvre à des questions éthiques profondes. Donc là, c'est plutôt un domaine à discuter dans le cadre de l'éthique. Donc, je vous disais que l'intégrité scientifique, ça a à voir avec le concept de la confiance. Je vais essayer de vous dire en quoi. La confiance à 2 niveaux. C'est
au niveau de la dynamique interne de la recherche scientifique. Pour que la science progresse, les chercheurs doivent pouvoir considérer que les résultats présentés par d'autres groupes ont été acquis en suivant les bonnes pratiques, la bonne méthodologie de la recherche. Il faut donc avoir confiance dans les résultats des autres, sinon on perd son temps, peut être éventuellement entraîné vers des voies inutiles. Et puis aussi, et certainement dans le cadre de cette université d'automne, quelque chose de très important, il s'agit de la confiance au niveau des relations entre les scientifiques et le reste de la société. Il est très important que dans les débats sociétaux à fort contenu scientifique, et il y en a beaucoup, les chercheurs puissent intervenir pour être entendus, pour pouvoir apporter des informations fiables, s'appuyant sur des approches rationnelles. Donc, de ce point de vue-là, il est important que le grand public ait confiance dans leurs travaux. Alors maintenant, quelques repères chronologiques. Vous voyez que ces questions d'intégrité scientifique ne sont pas complètement récentes, même s'il y a eu une accélération depuis quelques années. Et donc, on a toute une série de chartes, de rapports, de déclarations, au niveau d'ailleurs pas simplement français, mais international. Et il y a eu une accélération il y a 4 ans, avec déjà la création du réseau national des référents à l'intégrité scientifique. Il y en a aujourd'hui plus d'une centaine, pratiquement dans tous les opérateurs de recherche. Il y a eu cet important rapport que le professeur Corvol a envoyé au secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Thierry Mandon, en 2016. Et de ce rapport est sorti un certain nombre de décisions, en particulier le fait qu'il y avait une demande forte auprès des opérateurs de recherche pour que partout il y ait des référents à l'intégrité scientifique qui puissent agir de façon coordonnée. Et il y a eu la création de l'Office français de l'intégrité scientifique. Il y a, je crois bien aujourd'hui, maintenant, dans le texte de loi, de cette fameuse loi dont on parle beaucoup, LPPR, dans la recherche, l'introduction de la question de l'intégrité scientifique dans la loi. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je voudrais ôter 30 secondes ma casquette officielle avec ma fonction au CNRS pour donner une petite crainte que je peux avoir concernant l'indépendance de l'Office dans les années qui viennent, et ceci étant lié à des nominations récentes. Mais bon, ce n'est pas… si vous voulez me questionner là-dessus, je pourrais vous dire pourquoi. Donc, au niveau du CNRS, qu'est-ce qui a été fait? Il y a plusieurs structures ou personnes qui sont questionnées sur les questions d'intégrité scientifique. Et donc, je vous en cite quelques-uns. Il y a le comité d'éthique qui existe depuis maintenant 25 ans. Le comité d'éthique n'est pas là pour traiter des cas particuliers. Quand il y a un problème, il est là pour faire des avis sur des grandes questions, et évidemment des questions d'éthique, mais il s'est aussi emparé des questions d'intégrité scientifique à plusieurs reprises, par exemple la question du plagiat, expertise, etc. Il y a le référent déontologue qui a été nommé la même année que moi. Le référent déontologue, il ne traite pas les cas potentiels d'écart à l'intégrité scientifique. Il est là pour donner des conseils. Donc n'importe quel agent peut le questionner de façon confidentielle, et son existence est associée à un texte de loi. Le référent lancement d'alerte, lui, peut éventuellement avoir à traiter des cas d'intégrité scientifique. C'est un autre texte de loi qu'il a fait nommer. Mais si le lancement d'alerte qu'il reçoit a un contenu d'intégrité scientifique, il va s'adresser au référent intégrité scientifique, c'est-à-dire moi-même, pour traiter le cas. Et puis, bien souvent, parce qu'elle était nommée depuis plus longtemps, la médiatrice, Maïsa Armango, est interrogée sur ces questions. Donc ça, c'est les personnes qui sont en place au CNRS, parmi d'autres, à avoir éventuellement à traiter des questions d'intégrité scientifique. Un mot sur le comité d'éthique du CNRS, puisque j'en fais également partie. Il a eu en particulier un rôle moteur dans la rédaction et la promotion de la Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche, et il est à l'origine du guide que vous voyez sur la droite, que vous pouvez télécharger d'ailleurs, qui s'appelle « Pratiquer une recherche intègre et responsable », et qui est maintenant devenu commun au CNRS et à la conférence des présidents d'université. Donc, je vais vous parler maintenant de la mission à l'intégrité scientifique du CNRS. Et déjà, en quoi il y avait peut-être une petite spécificité au niveau du CNRS
réfléchir à la façon de traiter ces questions, c'est un peu pour trois raisons. D'une part, la taille de l'organisme, d'autre part, le caractère pluridisciplinaire des actions et le fait que les implantations soient pas simplement locales, mais nationales, voire internationales. Donc, un référent intégrité tout seul ne pouvait pas, évidemment, traiter l'ensemble des cas. Donc, je suis responsable et entouré, pardon, ça va un petit peu vite, d'un certain nombre de personnes qui travaillent avec moi et qui appartiennent à des disciplines différentes, ce qui permet de commencer déjà par comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on reçoit un signalement de méconduite. Donc maintenant, je vais essayer de vous dire qu'est-ce que c'est qu'une conduite inappropriée. À quoi est-ce qu'on s'intéresse lorsqu'on est un référent intégrité scientifique? Il y a un consensus international qui définit la fraude comme une violation sérieuse dans la conduite d'une recherche et dans la diffusion de résultats. Et donc, il faut voir que dès le début sont exclues les erreurs de bonne foi ou les différences d'opinion. On ne traite vraiment pas des débats scientifiques de fond, mais plutôt des écarts à la façon correcte de travailler. Alors, il y a un acronyme qui s'appelle FFP qui résume les cas principaux de conduite inappropriée. Le premier F, c'est pour fabrication, c'est-à-dire l'invention de toute pièce des données d'une recherche. Alors, ça paraît quand même assez énorme, mais ça existe. Il y a quelques cas, et avec parfois des conséquences graves si, par exemple, c'est lié au domaine de la santé. Mais donc, c'est quand même très, très minoritaire. Il y a quelque chose d'un peu plus courant, donc, mais qui est également quand même assez rare, c'est la falsification, la manipulation, la modification, l'omission intentionnelle de données et de résultats. Et puis, le P, c'est quelque chose, je n'ai pas besoin de vous définir ce que c'est que le plagiat, et c'est de nature donc assez différente. Et à côté de cette trilogie, il y a un continuum de pratiques discutables dont nous nous occupons, qu'on appelle la zone grise des pratiques discutables. Alors, par exemple, l'embellissement des résultats. Alors, ce que j'appelle le salami slicing des publications, c'est le fait que vous avez un résultat et au lieu d'en faire une publication scientifique, vous découpez le résultat en 5 parties pour en faire 5 papiers, ce qui va éventuellement augmenter votre liste de publications, mais qui fait croire à l'ensemble de la communauté que vous avez 5 nouveaux résultats. La question des querelles autour des publications scientifiques, elle représente un nombre important de cas que l'on traite, parce que la recherche, elle est parfois individuelle, mais elle est souvent collective. Donc, on est toujours dans ce débat entre collaboration et compétition, mais enfin, très souvent, les chercheurs collaborent au sein de leur laboratoire ou au niveau international. Et donc, on a des discussions, des débats dans un groupe qui travaille collectivement. Et puis, imaginons qu'on se fâche, qu'on soit en désaccord sur des questions humaines ou des questions scientifiques. Bon, on se sépare, mais qui est, entre guillemets, propriétaire des données, des résultats, qui va les publier? Ça fait partie des querelles. Bon, je ne détaille pas l'ensemble parce que là, ce n'est de toute façon qu'un nombre limité de cas de pratiques discutables que j'ai cités. Il faut savoir que dans l'ensemble des cas qu'on traite, aucun cas ne ressemble au précédent. Il y a à chaque fois la découverte d'un nouveau cas peut-être un peu original de pratiques discutables. Donc, donc, moi, je vous parle de ce qu'on fait au CNRS. Ça ne veut pas dire que je veux donner en exemple le CNRS. Il y a beaucoup de discussions, de débats aujourd'hui dans la communauté scientifique, dans tous les opérateurs de recherche. Tout le monde essaye de mener au mieux ce travail de lutte contre les écarts à l'intégrité scientifique. Mais bon, donc là, je suis CNRS, je vous parle de ce que nous, on fait. Et comme on est souvent amené à faire des investigations en commun entre différents opérateurs, du moment que, par exemple, une publication scientifique, parmi les auteurs, il y a un CNRS, un enseignant d'université et d'un autre organisme, et bien, il y a une responsabilité collective, et donc on va souvent travailler ensemble. C'est donc important que même si on a chacun un peu sa culture d'opérateur, qu'on ait au moins des principes généraux en commun pour pouvoir travailler ensemble. Et là, j'en ai listé 8. Donc, le premier principe pour une investigation, c'est la confidentialité. Donc, ça s'applique à l'ensemble de la procédure. Et bon, parfois, ça peut poser problème lorsque le cas devient un petit peu médiatique, parce que les journalistes ne comprennent pas nécessairement qu'on est tenu à la confidentialité. En tout cas, on l'applique. Et en regard de cette confidentialité,
on met en place une transparence absolue sur les procédures que l'on utilise, telles que je vous détaille, ou je vais vous détailler bientôt. Donc, confidentialité et transparence. Un troisième principe qui est assez compliqué à mettre en œuvre, c'est la protection des personnes impliquées. Et en particulier de l'auteur du signalement après la fin de la procédure. S'il y a des questions, je vous dirai pourquoi c'est compliqué, mais en tout cas, on essaye de la mettre en œuvre. Il y a aussi ce principe important de présomption d'innocence. Quelqu'un est mis en cause, eh bien, on ne va pas commencer par le critiquer, on lui demande de répondre et on écoute ses réponses aussi bien que le niveau de l'allégation. Et il faut savoir, dans les cas que moi j'ai pu avoir à traiter, j'ai rencontré à plusieurs reprises des cas où la personne accusée était innocente. Donc, l'information, c'est important qu'on puisse donner, en particulier aux personnes mises en cause, mais à tout le monde, l'information dans le temps, sur la suivi du dossier, pour l'aider à préparer les réponses. Voilà, on essaye d'avoir un dialogue. Alors, évidemment, les membres de la mission intégrité scientifique ne sont jamais spécialistes précis du cas qui leur est proposé. Et donc, on a toujours, sauf dans vraiment un nombre très, très faible de cas où les choses paraissent évidentes, on a toujours à demander l'avis d'experts. Hier, il a été dit dans les tables rondes que la science devenait de plus en plus précise, compartimentée, que c'était des niveaux d'expertise très importants à l'intérieur même de la biologie. On ne comprenait pas ce qui se faisait dans la sous-discipline d'à côté. Donc, il y a besoin d'avoir des experts pour nous aider. Et donc, ce qui est très important, là, c'est la question des liens et des conflits d'intérêts dans le choix des experts. On doit aussi, lorsque des personnes ont été injustement accusées, les aider à restaurer leur réputation. Et alors, d'ailleurs, moi, je dis souvent, quand je présente les questions d'intégrité scientifique aux plus jeunes, aux entrants, les jeunes chercheurs, je leur dis, faites très attention dans vos pratiques. On vous dit d'aller vite, de faire beaucoup de publications, de rentrer dans la compétition. Moi, je n'ai pas d'objection à ça, mais sachez quand même que une réputation scientifique, ça met des années à se construire, et ça peut mettre quelques semaines à se détruire. Donc, il faut aussi avoir en tête que la réputation scientifique, c'est ce que pensent les collègues, c'est un des moteurs de ce qui intéresse les chercheurs. Et donc, il faut pouvoir aider les gens qui ont été mis en cause injustement à restaurer leur réputation. Et puis, enfin, on doit assurer un suivi des éventuelles actions correctives, ce qui peut être des corrections à des papiers ou des rétractations d'articles scientifiques. Donc, ça, c'était les principes généraux. Maintenant, voyons les procédures. Donc, le référent intégrité scientifique est le point d'entrée unique des signalements. Et ce n'est qu'ensuite, que lorsque ce signalement se transforme en saisine, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a matière à faire une investigation, qu'on va, le cas échéant, se répartir le travail entre les membres de la mission intégrité. N'importe qui, personne physique ou morale, peut s'adresser au référent pour faire un signalement. Pas simplement des gens du monde académique, mais ça peut être un journaliste. N'importe qui, sauf moi, puisque je n'ai pas le droit de m'autosaisir. C'est une précaution qui a été prise, qui est probablement justifiée. Et donc, le porteur du signalement peut demander à ce que son identité soit gardée confidentielle. Et quand je dis confidentielle en interne au CNRS jusqu'au PDG du CNRS. Si la personne m'a demandé de ne pas donner son nom, je ne le donnerai pas au président. En corollaire de cette garantie de confidentialité, les signalements anonymes sont proscrits. Ensuite, quand est-ce que nous, on a besoin, quand est-ce qu'on est justifié à travailler sur un cas? Alors déjà, quand on reçoit un signalement, ce n'est pas toujours un problème d'intégrité. Les gens se trompent sur la façon de caractériser ou de qualifier le problème qu'ils ont. Ça peut être du harcèlement. Auquel cas, il y a d'autres services qui s'occupent de ça. Et puis, un point très important, c'est que le CNRS est directement impliqué seulement si, au moment des faits, il a été l'employeur de la personne ou d'une des personnes mises en cause ou de la personne qui s'estime lésée. Vous savez peut-être que dans les unités de recherche, il y en a une unité mixte de recherche, il y en a plus d'1 millier en France, cohabitent des chercheurs d'organismes de recherche, CNRS, l'INSERM et autres, et puis des enseignants-chercheurs. Donc, il y a les chercheurs qui sont payés ou qui appartiennent à différents opérateurs cohabitent. Mais moi, je ne m'occuperai pas
de cas qui mettraient en cause essentiellement uniquement des gens, des enseignants-chercheurs ou d'autres opérateurs. Si jamais il y a donc plusieurs opérateurs concernés, on va faire une enquête conjointe. Et à l'arrivée, donc ce qui se passe, c'est que quelle est ma mission principale? Ma mission principale, c'est de rendre un avis au PDG du CNRS, qui est un avis non public. Et c'est lui qui ensuite prendra les décisions finales, éventuellement d'ordre disciplinaire s'il y a eu faute, au vu de mon rapport, mais donc le référent n'est plus concerné par cette étape suivante. Et au CNRS, on a décidé, on a mis en œuvre le fait qu'à la fin de l'instruction d'un cas de méconduite, si on a conclu qu'un agent a été lésé ou qu'il est innocent d'une accusation portée contre lui, le CNRS, le PDG, lui fera parvenir un document attestant de cette conclusion, et cette personne peut utiliser ce document comme il l'entend, la mettre dans ses titres de travaux, par exemple. Donc, en résumé, la mission à l'intégrité scientifique a deux missions, deux tâches importantes. Informer la direction du CNRS sur la réalité et le degré d'un manquement potentiel à l'intégrité scientifique, ça c'est ce dont je vous ai parlé, et d'autre part, contribuer à la formation à l'intégrité scientifique au niveau de l'organisme. Ça, je n'ai pas eu le temps de vous en parler. Et également, au-delà de ces deux tâches, il nous arrive souvent d'aider ou de résoudre des conflits, des cas conflictuels à travers des opérations de médiation-conciliation. On a aussi en tête l'idée qu'on doit contribuer à nettoyer la littérature scientifique des choses erronées qui sont publiées. Et donc, à travers cette action, je vous avais parlé de confiance au début, on essaye de contribuer à maintenir la confiance en interne au sein des laboratoires et dans le rapport entre les chercheurs et le reste de la société. Et pour finir, je voudrais peut-être, puisque on est en période de crise sanitaire, vous signaler un travail qu'on a fait entre la mission à l'intégrité scientifique et le comité d'éthique du CNRS. Donc, on a publié en avril 2020, donc en plein début de premier confinement, un texte qui s'appelle « Recherche en temps de crise sanitaire, débat éthique et respect de l'intégrité scientifique », dans lequel, c'était quand même, si vous vous souvenez, une période où tout partait dans tous les sens, et donc il y avait des publications, des interventions, etc., dans la presse, les médias, et on a essayé de rappeler dans ce texte ce qu'il fallait conjuguer comme façon sérieuse de respecter les règles éthiques et humanistes et de ne pas sacrifier les questions d'intégrité scientifique malgré cette situation de crise. Donc ce texte, j'ai mis le lien, vous pouvez le télécharger. Au-delà de ce texte, il reste des questions ouvertes, en tout cas à titre personnel. C'est pour moi comment traiter la tension, en particulier dans ces temps de crise, entre logique de soins, ou même bêtement le serment d'Hippocrate, et les bonnes pratiques scientifiques. Et deuxième question que je me pose, c'est faut-il adapter les principes de l'intégrité scientifique à une situation de crise? On sait qu'on a adapté les questions de sortie de vaccins en raccourcissant les processus, mais les principes généraux de l'intégrité scientifique pourraient être donc éventuellement, les principes qu'on applique en général pourraient être éventuellement adaptés. Moi, j'ai quelques idées là-dessus, mais ça fait partie éventuellement de la discussion. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre intervention. Je crois qu'on y voit un peu plus clair, à la fois sur le rôle des uns et des autres au sein de ce comité, et puis aussi sur les principes généraux qui guident le CNRS, donc en matière d'intégrité scientifique. Est-ce que je suis encore en partage d'écran ou est-ce qu'il faut que j'enlève le partage d'écran? Non. C'est bon? Moi, je vous vois. D'accord. Mais il faut enlever le partage d'écran. C'est bon? Ah oui. Bon, je vais maintenant passer la parole à Hervé Schneeweiss. Vous êtes donc président du comité d'éthique de l'INSERM. Et dans la présentation de votre intervention, ce qui m'a frappé, c'est finalement une interrogation qui nous semble complètement liée à l'actualité. Vous parlerez sans doute d'autre chose, mais je pense que cette question, finalement, de la nécessité de trouver une articulation entre l'urgence de trouver un remède et en même temps, si je puis dire, trouver rapidement ce remède sans sacrifier aucune des exigences scientifiques, éthiques
et des droits de l'homme. C'est évidemment une question éminemment d'actualité. Et donc, je vous passe la parole pour une petite vingtaine de minutes. Voilà, merci. Merci beaucoup donc, et merci à Rémi d'avoir si bien présenté les questions d'intégrité. Donc, moi, comme il l'a dit au début, l'éthique, c'est une discussion ouverte sur les valeurs qu'on met en action. Et donc, je vais pouvoir me focaliser sur cette partie. Juste un mot avant de commencer. Pourquoi j'ai dodeliné de la tête quand il a parlé de CRISPR, qui est une technologie et qui va révolutionner beaucoup de champs de la biologie? C'est parce que dès novembre 2018, vous vous souvenez qu'un chercheur chinois a fait naître des enfants génétiquement modifiés par cette technique, et c'est un cas manifeste de fraude puisque le consentement des patients avait été obtenu de façon frauduleuse. Donc, manifestement, déjà, CRISPR est entaché de pratiques frauduleuses et donc contraires à l'intégrité scientifique. Mais on pourra y revenir dans la discussion. Moi, je voulais vous faire une présentation, une discussion autour du fait que la pandémie nous a permis de voir que les valeurs éthiques fondamentales étaient au cœur de l'action publique. Comment on réfléchit l'autonomie de la personne, la bienfaisance, la non-malfaisance, comment on essaye de mettre en œuvre la justice sociale. En effet, que faisons-nous en nous confinant et en respectant la distanciation physique et les gestes barrières? On incarne une dimension de la dignité humaine en assumant notre responsabilité pour nous protéger nous-mêmes et pour protéger les autres. Que faisons-nous en mobilisant nos soignants et nos infrastructures de santé, en investissant massivement, que ce soit l'État, que ce soit des structures caritatives, pour faire de la recherche sur le SARS-CoV-2? On opère une révolution historique en choisissant concrètement de protéger la vie des individus plutôt que l'économie. Notre président a même dit « quoi qu'il en coûte ». Et on voit qu'on a passé la vitesse au-dessus par rapport au concept qu'avait développé Michel Foucault il y a maintenant une quarantaine d'années, celui du biopouvoir, échanger une part de nos libertés contre un allongement de la durée de la vie. Donc on pourrait penser que l'éthique triomphe dans cette période de pandémie. Et pourtant, on peut se poser beaucoup de questions. Alors, il faut d'abord remarquer que la pandémie a mis en scène de façon saisissante la nature complexe, médicale, mais aussi scientifique, sociale, écologique, économique, politique d'une crise sanitaire, même si ce sont les scientifiques qui ont été convoqués au secours de la société. On peut observer des avancées scientifiques ou des mises en œuvre scientifiques tout à fait remarquables. Si on a été capable de mettre au point des tests de dépistage du virus quelques semaines seulement après avoir découvert la maladie, c'est bien parce que toute la génétique moléculaire était prête pour caractériser ce virus, pour mettre au point des tests et rapidement des tests cliniques. Si on a pu modéliser la dynamique de l'épidémiologie, c'est bien parce qu'on avait l'expérience historique des épidémies passées et qu'on était, avec des mathématiciens, capables de modéliser la croissance épidémique. Mais l'éthique a en fait été gravement mise à mal dans cette pandémie. Regardez comment certains gouvernements ont nié l'épidémie et combien de milliers de vies humaines ont été perdues par des aveuglements, que ce soit la négation de l'épidémie ou que ce soit la négation des gestes barrières. On peut être triste et en colère quand on voit le peu de cas qui a été abordé au débat public, comme si la démarche scientifique et les décisions sociales qui en découlent devaient rester l'affaire d'experts ou de spécialistes. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi le débat scientifique n'a pas eu lieu, pourquoi ça a été restreint au conseil scientifique, ô combien respectable, mais qui n'a dialogué qu'avec le gouvernement. Pourquoi avons-nous vu ressurgir un État technocratique et centralisé qui a exigé de tous la même conduite sans mobiliser les acteurs de terrain pour une adaptation au plus près
de ce qu'il fallait faire, de nos gestes. Pitié, on y reviendra peut-être sur le repliement nationaliste. On a vu que la science, qui normalement est une affaire de coopération internationale, est devenue une affaire de boutique, chaque pays se repliant sur lui-même, lançant ses propres actions, et la coopération, tant au niveau fondamental qu'au niveau clinique, n'a pas eu lieu. Et puis, Rémi en a déjà parlé juste avant, quelle tristesse pour l'image de la science de voir fleurir des experts autoproclamés, on en a parlé hier après-midi, permettant d'occuper des plateaux. On a eu 63 millions de virologues ou d'épidémiologistes qui ont partagé leur ignorance bavarde à longueur d'antenne de télévision en continu. On a découvert que l'audimat valait preuve de compétence d'un expert ou d'efficacité thérapeutique d'une molécule. Et puis, la vraie démarche scientifique et la capacité pour nos concitoyens d'exercer réellement leur autonomie en assumant de décider en situation d'incertitude, ce qui est le cas de la crise sanitaire, n'a jamais tenu l'avant-scène. Qui a été capable de dire « je ne sais pas », qui a été capable de dire « en l'état actuel des connaissances ». Donc face à ces multiples errements, vous avez rappelé que j'étais président du comité d'éthique de l'INSERM, mais je suis aussi le président du comité international de bioéthique de l'UNESCO. Et donc, dès mars 2020, et pour un appel international à la mobilisation, on a publié un principe où à la fois le comité international de bioéthique et le comité d'éthique des sciences de l'UNESCO, où on a posé 11 principes essentiels pour répondre de façon éthique à la crise sanitaire mondiale. Et je vous renvoie au site de l'UNESCO pour trouver l'ensemble du texte. Je viendrai rapidement sur quelques-uns de ces principes. Le premier principe, c'est justement de reconnaître la situation d'incertitude et qu'une telle situation exige une démarche d'action, à commencer évidemment par un effort de recherche pour réduire l'incertitude. Et cet effort de recherche, il doit être pluridisciplinaire et il faut faire dialoguer les experts entre eux. C'est une des difficultés qu'a montré la crise. Le second principe, il est de souhaiter et même d'exiger que toute politique sanitaire soit basée sur des faits scientifiques. On a vu dans cette crise se confronter les faits, y compris la limite des faits, et puis les opinions. Et il faut clairement revenir sur la différence qu'il y a entre des faits et le fait de choisir ou de gouverner en situation d'incertitude, le fameux principe de précaution, et puis les opinions, souvent des opinions infondées ou des opinions très discutables. Le troisième principe, et là, au fond, je réponds déjà un peu à ce que Rémi posait comme question à la fin de son intervention. Le troisième principe, c'est qu'une crise n'autorise aucun exceptionnalisme. Sans rigueur scientifique, méthodologique et éthique, aucun essai clinique ne peut respecter les règles essentielles de respect de la dignité humaine. Aucun essai clinique ne peut apporter aucune aide médicale car les résultats en seront inutilisables. L'organisation actuelle des essais cliniques, c'est le fruit d'une construction historique et sociale. Et malheureusement, je n'aurai pas le temps de le discuter ici, mais le XXe siècle a été jalonné des drames qui, depuis les stérilisations forcées à grande échelle de la période de l'eugénisme dans les années 1920 jusqu'au procès des criminels nazis à Nuremberg en 1948, puis le rapport Belmont 1974 à 1979, après des drames sanitaires aux États-Unis, comme celui de Tuskegee, où on avait laissé pendant des dizaines d'années des gens s'infecter et se développer la syphilis sans les traiter, juste pour suivre l'évolution naturelle de la maladie, ont montré l'impérieuse nécessité d'un encadrement éthique de la démarche scientifique, des essais cliniques, et cela autour des 4 piliers qui ont toujours été l'autonomie de la personne, impliquant en particulier le consentement libre et informé, l'évaluation de la balance bénéfice-risque de tout traitement, et puis la justice sociale. Rappelons qu'à Tuskegee, par exemple, c'était des pauvres noirs qui avaient été suivis pendant ces dizaines d'années par rapport à la syphilis.
bien entendu, Rémi, il faut s'adapter. Et nous nous sommes adaptés. Les conditions d'obtention des autorisations d'expérimentation ont été extraordinairement accélérées, mais sans perdre de la rigueur et des exigences pour la sécurité des personnes. Ce n'est pas parce qu'on va en quelques jours donner des autorisations de faire un essai et dialoguer directement là où en temps normal cela prend des mois, qu'on n'a pas exactement les mêmes exigences et la même rigueur. Enfin, nous avons souhaité insister sur l'incroyable paradoxe qu'il y a eu entre une communication ouverte et qui a été merveilleuse. On pourra peut-être parler de ce mouvement actuel de la science ouverte. On a eu des centaines de publications qui ont été libres d'accès et qui ont été publiées immédiatement. Mais il y a un processus de validation de la publication scientifique qui est la revue par les pairs, qui prend beaucoup de temps. Et là, on a eu de nombreuses études qui ont été publiées sans aucune validation. Dans certains cas, elles ont même été rétractées très rapidement. Très souvent, elles étaient sans valeur scientifique, soit par manque de valeur statistique, soit par des biais méthodologiques. Donc, comment trier le bon grain de livret dans ce flux, ce débordement de publications scientifiques? Donc, il y aura beaucoup de leçons à tirer de cette crise. Et ces leçons, nous n'avons pas tellement de temps pour les tirer parce que nous sommes déjà face à une nouvelle question majeure qui est la démarche éthique et responsable face aux vaccins. Avec l'arrivée imminente de vaccins qui sont à court terme le meilleur espoir de contrôle de la pandémie de Covid, le comité d'éthique de l'INSERM a publié avant-hier une contribution au débat qui secoue la société française. Et vous savez que nous sommes la société des pays développés où le scepticisme vaccinal est le plus fort, où le doute par rapport au Covid-19, par exemple, où la vaccination semble atteindre des niveaux sans précédent, puisque plus de la moitié de la population refuserait de se faire soigner d'après les dernières enquêtes d'opinion. Et de fait, s'il ne fait aucun doute que le déploiement de vaccins sûrs et efficaces est nécessaire, et ça sera la seule réponse à l'urgence sanitaire, cette urgence ne saurait être une justification pour oublier la science et l'éthique. Le développement et le déploiement d'un ou plusieurs vaccins anti-Covid sont déjà des succès scientifiques spectaculaires. En 2020, c'est-à-dire moins d'un an après le début de l'émergence virale, ce ne sont pas moins de 11 vaccins qui sont en phase 3, c'est-à-dire la dernière étape des essais cliniques. Et comme vous le savez, on a déjà eu 3 résultats intermédiaires. Attention, ce ne sont pour l'instant que des résultats intermédiaires, mais ils sont très encourageants. Dans ces conditions, le comité d'éthique de l'INSERM a tenu à souligner l'importance, d'une part, de rechercher et d'assurer la transparence, l'impartialité, la clarté et la diffusion en temps utile des informations sur les essais, en établissant des mécanismes pour clarifier, publier, mieux encadrer les conflits d'intérêts sans se limiter aux conflits d'intérêts qui concernent les relations avec les entreprises pharmaceutiques. C'est trop facile de juste jeter le haro sur l'industrie. Il faut également veiller à ce que les informations, et notamment les dispositions visant à rendre les produits de la recherche sûrs et efficaces, soient disponibles et accessibles à tous. Cette transparence et cette communication de l'information sont des conditions indispensables pour favoriser l'adhésion à une politique de vaccination. En effet, il existe de nombreux obstacles pour assurer un accès juste aux produits de la recherche contre le SARS-CoV-2 et en particulier aux vaccins. Ces obstacles, ils sont déjà d'ordre technique et scientifique. Il va falloir qu'on ait la confirmation de la sécurité et de l'efficacité de ces vaccins. La capacité de production. Nous sommes à quelques milliers de cas vaccinés. On va devoir passer à des milliards de doses. La capacité de distribution
contrôle de la chaîne du froid, puisqu'ils doivent être transportés à moins 70, la qualification des personnels, le coût de l'ensemble du processus. Il y a aussi des obstacles d'ordre sociétal. L'environnement actuel est contaminé par le déni des progrès scientifiques liés aux vaccinations. On est confronté aux fausses nouvelles. On est confronté à la méfiance politique liée aux pays d'origine des vaccins. La plus grande usine du monde de vaccins se situe en Inde. On a des obstacles d'ordre éthique. Comment garantir l'accès pour tous aux produits développés et aux données scientifiques correspondantes? De même, la question de la réalisation du geste vaccinal, dont fait partie la stratégie vaccinale, reste centrale et est également à l'origine d'une méfiance. Enfin, dans un premier temps, le nombre de lots de vaccins sera évidemment limité et une priorisation sera faite sur des bases qui devront, elles également, être clairement explicitées. Quels que soient les écueils de la mise en place d'une vaccination efficace et quelles que soient les réticences qui s'expriment, il est indispensable de rappeler qu'en se vaccinant, ce n'est pas seulement soi-même que l'on protège, mais autrui. Et cette dimension du geste pour autrui, c'est l'une des dimensions, peut-être la principale dimension éthique de la vaccination. Donc, le comité d'éthique de l'INSERM a souhaité rappeler qu'il faut réfléchir à la place de la recherche publique et son articulation avec le secteur privé marchand dans le champ des innovations de santé. Pourquoi? Parce que toutes les innovations et tous les vaccins qui vont arriver sont des co-constructions. On peut prendre le vaccin AstraZeneca, qui est une co-construction entre l'université d'Oxford et la firme AstraZeneca. Ça sera la même chose avec le vaccin produit par Pasteur. On a toujours une recherche fondamentale publique et une articulation avec le secteur privé. Toutefois, le fait de confier les phases finales de développement au secteur marchand peut inscrire une contradiction entre l'objectif de gain financier et l'objectif de santé publique et peut constituer une des composantes de la méfiance croissante observée en France. Donc face à ça, la démarche éthique, c'est de retrouver la confiance. On en a déjà parlé hier après-midi. Alors, soyons clairs, c'est peine perdue avec ceux qui ont choisi de s'opposer systématiquement au développement des innovations thérapeutiques dans une posture idéologique. On a clairement tout un courant qui est anti-progrès ou idéologiquement anti-vaccin. Ceux-là, on ne les convaincra pas. Mais on doit s'interroger à ceux qui se posent légitimement des questions. Et les scientifiques, ça fait partie de leur intégrité, ça fait partie de leur éthique, doivent répondre avec clarté et précision. Et chacun a le droit de connaître la nature et l'utilité des composants présents dans les vaccins, y compris démentir les fausses nouvelles, comme quoi certains de ces composants donneraient des maladies particulières, bizarrement seulement en France. Le type d'accréditation qualité que doivent obtenir les sites de production des vaccins, donner les informations sur les caractéristiques précises des populations qui ont été testées. Est-ce que c'est des populations jeunes? Est-ce que c'est des populations âgées? Est-ce que c'était des populations à risque? Comment allons-nous faire le suivi volontaire des milliers de volontaires qui ont permis de mettre au point ces vaccins? Tout ça, ce sont des questions fondamentalement éthiques auxquelles les scientifiques sont confrontés. Il faut rappeler que la puissance publique, via ces structures de contrôle de la qualité des produits, on a plusieurs agences sanitaires, fera que les produits mis sur le marché auront fait l'objet d'une expertise scientifique rigoureuse et auront bénéficié de la riche expertise des instituts de recherche publique qui auront permis de les mettre au point. Donc, nous serons en capacité de garantir la sécurité des vaccins, même s'ils ont été rapidement mis au point. Nous serons en mesure de dire les liens d'intérêt des différents acteurs et il faudra que tout ça soit transparent et publié. Il faudra que, grâce à notre système de santé, qui est l'un des plus généreux au monde, la puissance publique permette à chaque citoyen qui l'accepte de bénéficier de la vaccination et le plus rapidement possible. C'est par ces démarches éthiques et scientifiques responsables que nous pourrons regagner la confiance et permettre le déploiement
dans le contexte de l'épidémie, du retour à la santé, mais de cette crise, nous nous souviendrons de l'aspect pluriel, multidisciplinaire et fondamentalement éthique que soulèvent toutes les questions de santé, toujours articulées entre scientifique et politique. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'est vrai que vous faites un constat un peu sévère de ce qui s'est passé justement dans le cadre de la pandémie, mais en même temps, vous dégagez un certain nombre de pistes qui finalement montrent que, avec un certain nombre de garde-fous, la situation quand même n'est pas si désespérée que ça. Je trouve que dans le contexte, ça fait du bien. Voilà. Et puis, je vous remercie aussi d'avoir répondu au questionnement de Rémi Mossery, parce que le défaut de ces webinaires, c'est un peu le défaut d'interaction. Et au moins, vous y avez un peu remédié. Je peux vous assurer que ça aussi, c'est agréable. Voilà, je vais maintenant passer la parole à notre dernier intervenant, qui est donc Denis Mirou-Navier. Denis Mirou-Navier, vous êtes président de la Commission nationale de la déontologie des alertes en matière de santé publique et d'environnement. Tout ça, c'est très long, donc vous êtes président de la DASP. Voilà, allez plus vite. Et vous allez donc, dans le cadre de cette troisième intervention, notamment nous définir un petit peu les missions de la DASP. Voilà, je vous passe la parole, même consigne une vingtaine de minutes. Jusqu'à présent, tout le monde a été absolument remarquable de rigueur sur ce plan. Bonjour, je suis vraiment ravi d'être ici à cet atelier, à cette table ronde, et je vous remercie de cette invitation. Je voudrais d'abord en deux mots dire d'où je parle. Je suis professeur honoraire de l'Université de Lorraine, faculté de médecine de Nancy, et j'ai dirigé pendant une dizaine d'années le département santé, environnement, travail de l'École des hautes études en santé publique. J'ai été directeur adjoint d'un grand centre de recherche de l'INSERM, l'Institut de recherche en santé, environnement, travail, localisé à Rennes. Deux mots sur la DAS, mais je reviendrai en développement. Créée par la loi Blandin de 2013 et installée effectivement en janvier 2017, les grandes missions de la DAS sont dans son intitulé, développement de la déontologie des organismes d'expertise et de recherche, œuvrant pour partie en tout cas dans le domaine de la santé et de l'environnement, et facilitation de la remontée des signalements de la société civile. Alors, pourquoi est-ce que la DASP a été constituée, a été créée par la représentation parlementaire? Comme souvent, malheureusement, c'est du fait d'une crise. Cette crise, c'est celle du Mediator, qui a explosé en 2010 avec le livre d'Irène Frachon, Mediator, 150 mg, combien de morts? Et la publication d'une étude de l'assurance maladie qui estimait alors à au moins 500 le nombre de 500 morts, le nombre de victimes du médicament utilisé comme coupe-fin en détournement de son autorisation officielle de mise sur le marché. Et que nous a révélé l'enquête de l'Inspection générale des affaires sociales en 2011, missionnée par le ministère de la Santé. Je citerai ici quelques têtes de chapitre de son rapport. Une incompréhensible tolérance de l'agence, qui s'appelait à l'époque l'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé. Aujourd'hui, c'est l'ANSM, ou bien les graves défaillances du système de pharmacovigilance. Parmi les nombreux facteurs mis en avant pour expliquer les dysfonctionnements mis en lumière par les inspecteurs, l'existence de forts liens d'intérêt entre experts, que ce soit des experts externes ou internes de l'agence, et les laboratoires en cause, laboratoire Servier, dans cet exemple, qui n'est qu'un cas particulier, car la situation était alors beaucoup plus générale, de liens étroits entre les laboratoires pharmaceutiques et les praticiens hospitaliers. Je vous rappelle que j'ai été pendant très longtemps moi-même praticien hospitalier. Liens d'intérêt qui constituent sans doute des facteurs à l'origine de cette myopie sur les risques occasionnés par l'usage de ce médicament.
ces personnes étant, comme je vous l'ai dit, souvent des cadres de l'agence ou des experts qui constituent son bassin de recrutement d'experts. Mais bien au-delà de ce cas particulier et de cette crise du Mediator, il existe encore aujourd'hui des liens étroits entre les milieux académiques, organismes de recherche, organismes d'expertise, et aussi bien les acteurs de l'industrie pharmaceutique, mais toute une série d'autres acteurs du monde économique qui interrogent sur la capacité du décideur public à disposer d'une information impartiale, non biaisée, lui permettant de faire des choix éclairés. Or, cette impartialité, ce caractère non biaisé, est évidemment à la source de la confiance que la société peut accorder aux décideurs publics et aux politiques publiques. Donc, je veux développer un peu ce point, car il est fondamental. Je ne parlerai pas des stratégies d'influence générales que tous les groupes industriels ou les grandes fédérations professionnelles développent pour infléchir la décision d'un grand acteur public, au moins non pas en défaveur, mais plutôt en faveur de l'activité de tel groupe. Ça, s'il ne relève pas de la compétence de la DASP, mais peut-être pour les grandes, comment dire, commis de l'État, comme on dit, de la haute autorité, de la transparence de la vie publique, ou bien des règles générales de gestion d'intérêts contradictoires dans une société telle que la nôtre, ouverte et pluraliste. Non, je parlerai d'une stratégie d'influence visant de manière spécifique la production de connaissances sur des menaces potentielles, des risques pour la santé. L'exemple du Mediator, on peut parler de la dépakine, mais également pour l'environnement, et je prendrai quelques exemples. Donc, visant des organismes de recherche ou des organismes d'expertise dont le métier est de traduire à un moment donné l'état des connaissances disponibles pour apporter des conseils auprès du décideur public. Faut-il interdire ce produit ou ce service? Faut-il l'autoriser tout simplement ou l'autoriser sous conditions, par exemple en informant le consommateur ou les travailleurs qui sont en contact avec ces produits? Et je veux prendre quelques exemples de ces stratégies d'influence, car elles sont variées et parfois extrêmement subtiles. L'établissement de contacts étroits avec des jeunes chercheurs ou des chercheurs ou experts plus aguerris au travers de financements de formation ou de conférences, l'allocation de bourses d'études, le financement ou le cofinancement de projets ou de programmes de recherche constitue à terme un investissement permettant plus tard de faciliter le plaidoyer sur les bienfaits des produits et des services rendus, ou au contraire, de tenter de décrédibiliser certains travaux qui suggéreraient des effets peut-être préoccupants sur ces mêmes produits ou services. Ne pensez pas du tout que, ni à titre personnel, ni au titre de la DASP que je représente ici, nous soyons par principe en opposition avec ces partenariats publics-privés. Je suis en plein accord avec ce que Hervé Geneves a dit à cet égard. J'ai moi-même pratiqué à plusieurs reprises de tels partenariats, mais en étant toujours extrêmement attentif aux conditions de ces relations. Mais je laisserai ceci sans doute pour la discussion plus tard. Autre exemple, stimuler des recherches par des financements d'études, des bourses allant dans le sens qui permettrait de générer des hypothèses alternatives à celles qui mettraient en cause le rôle de ces produits dans la survenue d'un certain nombre de phénomènes préoccupants. Cette stratégie très subtile a été développée à une échelle industrielle. Avec quelle efficacité par les grands groupes de l'agrochimie après que le Big Tobacco ait montré avec une efficacité redoutable, et ce pendant des décennies, comment cette stratégie qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler la stratégie de fabrication du doute pouvait porter loin. Et si je puis utiliser ce terme, les abeilles ou les autres pollinisateurs tués en masse, entre autres pesticides, par une famille d'insecticides, les néonicotinoïdes, en savent quelque chose, hélas. Moins subtil, pour ne pas dire plus brutal, des stratégies visant à dénigrer tel expert auprès trop curieux, visant son directeur de laboratoire ou organisme de recherche pour le mettre au placard, ne pas renouveler son contrat, voire même obtenir son licenciement, ou dénigrer
telle agence d'expertise, faut-il que je vous rappelle ici le véritable bombardement qu'a dû subir le Centre international de recherche sur le cancer de la part de Monsanto et les grandes fédérations européennes et américaines de l'agrochimie et de la chimie pour le dossier du glyphosate. Donc voilà pour ce qui concerne les stratégies d'influence. J'en reviens à la DASP, avec ces deux grandes missions, donc déontologie et alerte, qui s'inscrivent exactement dans ce paysage. Nous avons la mission de favoriser, d'accompagner le développement de pratiques les plus déontologiques possibles au sein de ces organismes d'expertise et de recherche, singulièrement sur 3 domaines. Une vigilance particulière sur les conditions de ces liens d'intérêt qui peuvent exister entre les collaborateurs de l'établissement lui-même et ses parties prenantes économiques, mais également le développement d'une véritable transparence sur les critères qui ont présidé au choix des conclusions que, sur la base des travaux d'expertise ou de recherche, les chercheurs ont présenté, ou encore, et c'est un travail de fond, c'est un travail de long cours, le développement croissant de cette ouverture à des représentants de la société civile dans les différentes instances d'expertise, de gouvernance, je voulais dire, de ces organismes. Comment pratiquons-nous cet accompagnement, cet encouragement? Eh bien, principalement en organisant des rencontres face à face entre nous et des référents de ces établissements ou entre les établissements eux-mêmes, l'accompagnement par les pairs ou les organismes qui sont les plus avancés peuvent nourrir la réflexion de ceux qui sont moins aguerris en la matière et nous développons petit à petit un réseau des référents au sein de ces établissements pour favoriser ces échanges. Nous avons également la mission de vérifier la mise en place effective de registres d'alerte interne que l'ensemble de ces établissements, depuis la loi Sapin, depuis la loi Blandin, se doivent d'avoir mis en place pour permettre la remontée vers les référents désignés à cet effet, déontologues, référents intégrité scientifique ou autres référents sur d'autres dimensions de ces signalements, après avoir expertisé le sujet, de telle sorte que les directions en jeu mettent en œuvre les moyens les plus appropriés. J'ai confondu avec Sapin 2 parce que depuis 2016, cette loi a étendu cette obligation de mise en place de registre d'alerte à l'ensemble des établissements publics, à également l'ensemble des établissements du domaine privé de plus de 50 salariés, les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants, mais ceci ne relève plus de la mission spécifique de la DASP, restant dans son domaine santé et environnement. Nous réalisons depuis 3 ans maintenant une enquête annuelle sur la mise en place de ces registres d'alerte. Et je dois dire que nous sommes encore rendus compte. Plusieurs des établissements n'ont pas mis en place de leur registre ou, ce qui revient au même, n'ont pas du tout informé leurs collaborateurs sur leurs droits de signalement interne. Exemple, au cours d'un séminaire qu'on a organisé cet automne, un référent de tel ou tel établissement, que je ne nommerai pas ici, nous a dit « bien sûr, nous l'avons mis en place », mais il n'a eu aucun signalement. S'agissant d'un établissement de plusieurs milliers de collaborateurs, c'est tout simplement impensable. Cela témoigne tout bonnement du fait qu'il n'y a eu aucune politique d'information des collaborateurs sur le droit à ce signalement. Prenons quelques exemples. Devraient être remontés pour traiter ces dossiers très sensibles, des relations un peu trop soutenues, surtout exclusives, de tel ou tel chercheur avec telle partie prenante extérieure, ou l'omission de telle partie des résultats pour ne pas nuire à tel ou tel intérêt. Et je mets de côté, mais parce que tout simplement cela ne relève pas de la responsabilité de la DASP, des signalements portant sur l'intégrité scientifique, de la fraude ou du harcèlement. Alors, on voit bien par ces exemples que la déontologie et les signalements sont en étroite articulation, car lorsque ces lanceurs d'alerte interne
ne trouvent pas réponse, ou une réponse dilatoire, ou à côté de la plaque, de la part de leur établissement, ils peuvent saisir à ce moment-là la DASF, et nous avons mis en place à cet effet une plateforme très sécurisée. Nous sommes extraordinairement attentifs à la confidentialité des informations dont nous disposons sur des victimes potentielles, sur des témoins, sur bien entendu les parties en cause qui, jusqu'à nouvel ordre, ne sont pas responsables, de telle sorte que nous puissions, et c'est notre responsabilité, saisir l'autorité compétente, souvent le ministère de tutelle, pour que suite soit donnée. Et le ministère de tutelle doit nous donner, dans les 3 mois, réponse sur les suites qui ont été effectivement données. La mission de la DASP ne s'arrête pas là. Lorsque ces signalements, ces auteurs de signalements nous font savoir que dans leur processus, ils ont subi des menaces ou voire même des représailles, bien entendu, nous les mettons en contact avec le défenseur des droits qui a l'autorité constitutionnelle de les accompagner et d'assurer leur protection, fonction qui sera renforcée par la transposition en droit français de la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte d'ici la fin 2021. Donc, je crois avoir largement dépassé mes 15 minutes. Je suis à votre disposition, bien sûr, pour les échanges et répondre aux questions qui viendront. Je vous remercie de votre attention. Je crois que les informations que vous nous avez données, malheureusement, beaucoup de gens les ignorent, et notamment les possibilités offertes aux lanceurs d'alerte et également aux possibilités de protection qui leur sont offertes, parce que par rapport aux lanceurs d'alerte, c'est bien la question. Je vous propose maintenant qu'on passe aux questions-réponses. Il y a beaucoup de questions. Je vais passer la parole à Philippe. Je lui souhaite bon courage pour en faire une synthèse. Beaucoup d'entre elles, si j'ai bien compris, portent sur le vaccin, mais pas seulement. Donc voilà, je te laisse la parole pour cette synthèse et pour après dispatcher ces différentes questions. Je pense, Monsieur Denis Méroux-Navier, que peut-être vous pouvez essayer de remettre votre caméra. Bon, ça devrait… l'animateur l'a arrêté. Ah, c'est pas moi. Enfin, je ne sais qui. Je pense que c'est le service technique, mais c'est pas moi. Je vais essayer de vous la faire remettre. Voilà. Bien. Merci. Philippe, c'est à toi. Oui, j'ai regroupé tout d'abord un certain nombre de questions qui, pour la plupart, relèvent du premier exposé de Rémi Mossery et qui sont soit des questions, soit des interpellations portant, on pourrait dire plus globalement, sur interrogation sur à quoi correspond l'ensemble des fraudes scientifiques en termes de nombre, de quantité, et est-ce que la course à la publication avec le classement de Shanghai qui est évoqué, la recherche sous contrat, n'incite pas à publier de plus en plus de communications, et donc le problème que ça peut poser de suivre cela dans des délais très courts, et c'est d'autres questions qui portent là-dessus d'ailleurs. Est-ce que les délais d'enquête ne sont pas longs et ne pèsent pas sur y compris la capacité à retirer ou à amender une littérature erronée sur le plan scientifique pour pas qu'elle subsiste pendant longtemps comme étant une référence, tant que ça n'a pas été prouvé que c'est donc quelque chose de falsifié ou d'erroné complètement. Il y a une question toujours dans le même ordre d'idées, mais plus allant un peu plus loin par rapport à ce qui a été exposé, portant sur des fraudes ou des éléments qui sont, pour lesquels les dimensions scientifiques ne sont pas avérées. Par rapport à des personnes, des communications de personnes, est-ce que les mêmes enquêtes peuvent être faites parfois par rapport à la hiérarchie des chercheurs? Voilà, c'est une question aussi qui est venue. Par ailleurs, effectivement, il y a un deuxième ensemble de questions qui tournent beaucoup autour de la problématique, on pourrait dire même plus globalement que les vaccins, des médicaments dans leur ensemble. Et évidemment, par rapport aux vaccins, il y a plusieurs questions qui tournent autour de la suppression de la phase 4 et donc de comment veiller à ce que
la course en plus qui a des dimensions financières, commerciales, par les grosses industries pharmaceutiques qui sont en concurrence, ne contribue pas à altérer les réflexions éthiques et comment en fait restituer la confiance, quel rapport bénéfice-risque, quelle transparence dans tout cela, avec comme ultime, on pourrait dire, questionnement par rapport au manque de transparence, tout ce qui relève du secret défense, c'est-à-dire des budgets de recherche militaire dans ce domaine. Et est-ce qu'il n'y a pas là, pour certains posent la question carrément d'un angle mort de l'éthique par rapport à ces dimensions, dont on sait d'ailleurs, enfin c'est moi qui ajoute que par ailleurs, il y a aussi en France des hôpitaux militaires, mais ça ne concerne pas que la France, ça concerne le monde, la question qui est posée, enfin, les questions qui sont posées dans ce domaine. Et puis enfin, il y a quelques questions qui tournent un peu, je dirais, autour de la méthode, à savoir la multiplication des travaux qui se font maintenant en visio, du fait de la crise, du fait du contexte sanitaire, ne joue-t-il pas un rôle négatif parfois, parce qu'il y a certains qui insistent sur l'informel qui est important, la discussion scientifique qui n'a pas forcément, enfin, il y a du bon et du mauvais dans le visio, et qui est donc soulevé par certains. Et ça rejoint peut-être une question plus globale de la transparence des procédures en général. Voilà, ça fait un ensemble très important. J'espère ne pas avoir trop oublié de questions qui parfois étaient plus pointues sur certains aspects ou pas trop bien définies, comme rôle des ARS dans tout cela. Enfin, voilà. Éventuellement, Philippe, tu reviendras sur des questions qui n'auraient pas été résolues. Parmi celles qui ont été citées, qui se lance en premier pour répondre? Rémi Mossry? Oui, donc plusieurs petites réponses. Tout d'abord, deux petites réactions aux réponses et à ce qu'a raconté Hervé. Je suis probablement un peu déformé par mon activité de référent qui consiste à aller regarder très précisément les publications. Et ce que je voulais dire quand je prenais l'exemple du CRISPR et de la différence potentielle entre les questions d'intégrité et d'éthique, c'est que je n'avais pas lu ou entendu dire que dans les papiers originaux des deux dames ayant obtenu le prix Nobel, il y avait des questions éventuellement d'écart à l'intégrité. Mais par contre, je suis entièrement d'accord avec toi, Hervé, sur ce qui s'est passé ensuite en Chine, etc. Donc ça, c'était juste un petit point. Deuxième petite remarque, entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'il faut tenir bon sur les principes et en même temps adapter au cas d'urgence. Et ce que j'avais en tête, mais bon, on n'aura pas le temps d'en discuter là, c'est des adaptations liées à ce qui est apparu assez fort au niveau de tous les médias, c'est l'importance et l'usage aujourd'hui des prépublications et aussi le fait qu'un débat puisse se faire avec des scientifiques dans le domaine des médias et que là, il peut y avoir des propositions à faire sur comment adapter justement ces questions d'intégrité à ce cadre-là. Donc ça, c'était rapidement pour deux petites réponses. Alors, sur la question concernant le nombre des cas, j'ai bien compris, on voulait des chiffres, je ne sais pas exactement ce que comportait la question. Bon, on travaille depuis plus de 2 ans à la mission d'intégrité scientifique au CNRS. Comme c'est un organisme assez important, on a vu passer pas mal de cas. On commence à avoir une petite idée de la typologie. Moi, je connais les nombres, mais ça va faire l'objet d'une communication officielle dans les semaines qui viennent au niveau de la presse, donc je ne vais pas vous donner des chiffres. Par contre, je pense qu'effectivement, alors la question qui portait sur est-ce que la course à la publi n'était pas un petit peu, enfin c'est comme ça que je comprends la question, finalement un type de méconduite qui est induit par des politiques scientifiques avec lesquelles on peut être en désaccord. Alors là, oui, bien sûr, je ne vais pas dire le contraire. Il y a toujours eu des fraudes dans l'histoire des sciences. Mais ce qu'on doit pouvoir dire, c'est que la typologie des fraudes probablement évolue en fonction des modalités de la pratique scientifique, la recherche des contrats, la pression sur les jeunes pour avoir des indicateurs bibliométriques, etc. Oui, bien sûr, malheureusement. Sur la question du délai de l'enquête, alors maintenant, je parle avec donc, cette expérience acquise, c'est toujours long. Si on veut faire un travail sérieux, les gens qui font des signalements sont certains
de ce qu'ils racontent et ils ne comprennent pas parfois qu'on ne leur donne pas raison au bout de 15 jours, 3 semaines. Mais il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, suivre un protocole sérieux qui consiste à demander à la personne mise en cause de répondre. Ça peut prendre du temps. Il faut ensuite essayer de trouver quels vont être les bons experts sans lien et conflit d'intérêts. Ça prend encore du temps. Ensuite, il faut leur donner à eux-mêmes le temps d'expertiser. Il faut savoir que les gens qui font des expertises le font gratuitement. Et certains me disent la seule chose que je risque d'obtenir avec mon expertise, si jamais mon nom est connu, c'est la haine d'un certain nombre de gens pendant des dizaines d'années. Vous voyez, donc il faut parfois un petit peu insister pour que des gens acceptent de faire ce travail d'expertise, leur laisser le temps parce qu'ils avaient eux-mêmes un agenda pour leur travail. Et donc tout ça fait qu'on parle d'investigations qui durent rarement moins de 6 mois. Donc c'est vrai que, alors, la plupart de ces investigations n'ont pas trait à des choses qui sont connues et qui méritent d'ailleurs d'être connues au niveau des médias. C'est des querelles. Il peut y avoir des choses qui viennent à la connaissance des médias, mais je crois qu'il faut prendre le temps pour avoir une réponse sérieuse, équilibrée et bien informée. Et avant-dernière chose, donc la question de qu'est-ce qui se passe, et je vois bien ce qu'il peut y avoir derrière la tête de la personne qui a posé la question, qu'est-ce qui se passe si des personnes de la hiérarchie du CNRS sont impliquées dans des cas, graves ou pas graves, mais le simple fait qu'ils soient hauts dans la hiérarchie peut poser la question. Moi, bien évidemment, dans un cas comme ça, je demande à être déporté du dossier, c'est-à-dire que je ne peux pas m'occuper directement de cas, par exemple, de gens auxquels je serais soumis hiérarchiquement. Ça, c'est un point. Le dernier point que je voulais vous dire, qui va faire une transition avec le vaccin, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais je vous ai dit qu'il y avait le premier F de la trilogie FFP qui était fabrication, et je vous ai dit que ça existait, fabrication. Or, il y a un cas historique très connu qui est lié au vaccin. Et donc, c'est le scandale qu'il y a eu, ce qu'on appelle le scandale de Andrew Wakefield, qui était donc quelqu'un qui a fait un travail publié dans le The Lancet en 1998, qui mettait en avant la possibilité de risque du vaccin ROR. Bon, moi, je ne suis pas du tout biologiste, hein, donc j'espère que si je dis des bêtises, Hervé me corrigera, mais ce que j'ai compris de cette affaire, qu'on cite de façon régulière pour la question de la fabrication, il a donc fait une publication disant qu'il pouvait y avoir des effets secondaires du vaccin ROR sur des questions liées à l'autisme, donc en 1998. Et il y a eu des enquêtes ensuite qui ont montré que c'était complètement inventé. Les résultats qu'il donnait étaient complètement faux. L'enquête a aussi montré que la personne était liée en termes de financement et probablement de façon un peu idéologique à des milieux fortement anti-vaccins. Et donc, tout ça a pris des années puisque finalement, la publication a été rétractée en 2010 par The Lancet, donc 12 ans, ça a pris du temps. Et le problème, c'est que pendant ces années-là, il y a eu probablement des décès qui ont été occasionnés par cette méfiance vis-à-vis du vaccin. Donc, ça peut donc atteindre des choses extrêmement sérieuses. Et donc, bon, voilà, c'était un peu l'exemple que je voulais donner, le lien qu'il peut y avoir entre question de vaccination et intégrité scientifique. Une autre réaction ? Oui, peut-être je peux tout de suite rebondir. Effectivement, comme l'a dit Rémi, on est malheureusement parasité, perturbé par des fausses nouvelles qui perdurent. On a eu en France à affronter, moi je suis neurologue, mon vrai métier c'est d'être neurologue et neurobiologiste, on a eu à affronter il y a 20 ans l'idée que la vaccination contre l'hépatite B pouvait être liée à des cas de sclérose en plaques. Il se trouve que toutes les enquêtes épidémiologiques qui ont été faites ont montré qu'il n'y avait pas d'incidence supplémentaire de la vaccination sur le taux de sclérose en plaques. Il se trouve que c'est au même moment qu'on commence une sclérose en plaques et qu'on se fait vacciner. Idem pour les sels d'aluminium qui, uniquement en France, donneraient de l'autisme ou différentes maladies. Donc malheureusement, nous sommes parasités par des fausses informations et, comme l'a fait remarquer hier après-midi Sylvestre Huette, le démenti prend toujours
beaucoup moins de place que le menti. C'est-à-dire le menti fait la une des journaux et le démenti fait un entrefilet en page 12. Et donc, nous sommes en train de nous battre à chaque fois contre des fausses nouvelles. Je voudrais revenir juste sur qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit tout ce qui a été dit et qui est juste. L'être humain est ce qu'il est. Il y a des prisons, il y a des tribunaux. On a fait le code de la route, ça n'empêchera pas que des gens fassent des excès de vitesse. Donc les fraudes, nous serons toujours, il y aura toujours des gens qui chercheront à frauder. Par contre, enfin, ça représente quelques individus, on s'en débarrassera malheureusement jamais. Par contre, comme l'a montré Rémi tout à l'heure, ce qui est important, c'est la zone grise, parce que c'est la zone grise qui va nous parasiter le paysage scientifique avec des résultats souvent irreproductibles, souvent ininterprétables. Et donc, la responsabilité des organismes de recherche, que ce soit le CNRS, que ce soit l'INSERM, que ce soit les hôpitaux, c'est de ne pas laisser la responsabilité portée par les individus, mais de mettre en place une organisation pour une recherche éthique et responsable. Et ça, c'est la responsabilité collective. Denis l'a montré avec les différents organismes qui ont été mis. Rémi a montré les étapes pour construire l'intégrité. Je crois qu'en France, on est encore trop dans l'espèce de romantisme de la recherche voilà, on est des chercheurs, on est bien par définition et on n'a pas besoin d'avoir des structures, d'avoir des organisations. Et puis, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la loi du silence, on lave notre linge sale en famille. Eh bien non, là, aujourd'hui, la démarche éthique est responsable et elle est développée depuis longtemps dans les pays anglo-saxons, elle doit arriver maintenant chez nous aussi. Cette démarche éthique et responsable, c'est une responsabilité collective. La recherche, c'est une activité collective. La recherche éthique et responsable, c'est une responsabilité collective. Et il faut retrouver le sens de la responsabilité collective, y compris, on le verra, pour la protection des donneurs d'alerte. Dernier point, les vaccins. Les vaccins sont actuellement en phase 3, mais ils ne seront approuvés que quand ils auront terminé la phase 3 et quand les agences réglementaires auront validé la phase 3. Il est hors de question de mettre sur le marché des vaccins qui, pour l'instant, ont publié des résultats intermédiaires, que les choses soient bien claires. Les choses sont accélérées parce que les agences réglementaires, que ce soit l'Agence européenne du médicament, que ce soit la Food and Drug Administration aux États-Unis, accompagnent les essais pour avoir les résultats en temps réel, pour être capable d'approuver les choses quand les critères scientifiques rigoureux seront atteints. Donc, il n'y aura pas d'habitude, une fois que l'essai est fait, il y a un dossier qui est déposé, ce dossier est instruit pendant 1 an ou 18 mois, il y a des allers-retours pour poser des questions. Bon, tout ça va être comprimé pour arriver à faire que les vaccins puissent être, s'ils sont avérés efficaces, disponible dès le mois de janvier prochain. Mais aucune des étapes n'aura été omise. On ne va pas mettre un vaccin expérimental sur le marché. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelques milliers de personnes qui ont été vaccinées par le monde et qu'on va passer à quelques millions. Et donc, il faudra bien sûr mettre en place des études de suivi pour essayer de détecter des problèmes qui n'auraient pas été vus sur quelques milliers, mais qui pourraient se voir sur quelques millions. C'est ce qu'on appelle les phases 4, ou le suivi post-mise sur le marché. C'est vrai pour toutes les molécules d'intérêt thérapeutique. Et c'est aussi là qu'il faut rebâtir une confiance qui ne soit pas une confiance naïve. Un médicament, par définition, il peut avoir des effets indésirables. Un vaccin, par définition, il peut avoir des effets indésirables. La balance bénéfice-risque, c'est pas dire il y a 0 risque. C'est une balance bénéfice-risque. Et par rapport à l'individu, par rapport à la société, qu'est-ce qui vaut mieux? Et en l'état actuel des choses, les vaccins qui ont publié leurs résultats, et je recommande par exemple d'aller voir les communiqués de Moderna, l'un des 2 vaccins ARN, qui est une remarquable communication. Il donne tous les détails, qui a été vacciné, quel type de population, quels ont été les effets secondaires.
eux, ils ont fait une grosse communication. Et donc, je terminerai là-dessus aussi. Vous imaginez bien qu'un groupe comme Pfizer, si aujourd'hui il publie des résultats qui s'avèrent inexacts, ils font faillite. Donc, on est sur, évidemment, un jackpot à 15 ou 20 milliards d'euros si on gagne, mais on est aussi avec la faillite si jamais on dit des choses fausses et que ces choses sont révélées fausses. Des sociétés de biotech qui émergent comme Moderna, c'est la vie ou la mort. Ou c'est vrai ce qu'ils disent, ou ils mettent la clé sous la porte, y compris la même chose pour AstraZeneca. Il faut se rappeler que dans l'essai AstraZeneca, dès qu'il y a eu un cas avec une maladie neurologique, en l'occurrence une myélite transverse, pour un des participants, l'essai a été immédiatement arrêté. Il s'est arrêté pendant 1 mois. Donc ça vous montre la rigueur avec laquelle les agences réglementaires ont bien suivi et vraiment supervisé ces essais. Donc le risque zéro n'existe pas, mais quand les vaccins arriveront sur le marché, quand ils auront été approuvés, ils l'auront été dans des conditions de transparence et de suivi qui n'auront jusqu'à présent jamais été atteints, et je pense qu'ils devront inspirer par la suite les systèmes de transparence et de suivi de toute mise sur le marché d'une molécule d'intérêt thérapeutique. Merci beaucoup. Denis Smiroun, aviez-vous souhaité ajouter quelque chose? Non, je pense que je n'ai rien sur ces questions. Et Philippe, est-ce que tu veux revenir? Des quelques questions qui sont arrivées depuis. Alors, il y en a une que j'avais laissée un peu en suspens, qui était par rapport aux craintes que Rémi Mosseri avait exprimées au tout début sur le traitement de l'intégrité scientifique, en particulier en lien avec l'avenir et la loi récente LPRR. Là. Et sont arrivées par ailleurs, plus pour Denis sans doute, quelques questions sur les lanceurs d'alerte, puisque le sujet a été évoqué. Notamment sur l'articulation entre la protection des lanceurs d'alerte et le secret des affaires, les conflits possibles là à ce niveau, directive en matière de secret des affaires, et puis la question est aussi à la marge un peu des modalités pour préserver la confidentialité des lanceurs d'alerte, et notamment là aussi l'utilisation des technologies numériques. Est-ce qu'il n'y a pas là des risques dans ce domaine? Moi, je serais tenté d'en ajouter une d'ailleurs, parce qu'on a suivi de très près ce qui a été la situation avant et pendant la pandémie des hôpitaux et notamment des services d'urgence. Et dans les services d'urgence, et ça a sans doute un lien d'ailleurs avec la directive européenne qui pourrait améliorer les choses, mais c'est un cas plus général. Je pense que les déclarations de lanceurs d'alerte qui peuvent être celles de soignants ne sont pas possibles ils ne sont pas couverts dans le domaine de la santé en tant que lanceurs d'alerte à l'heure actuelle, et ça doit passer par des déclarations internes d'événements indésirables que certains d'entre vous doivent bien connaître. Et c'est une question qui se pose sur l'avenir, parce qu'on a notamment un certain nombre de soignants qui ont été poursuivis pour avoir fait état de situations difficiles, notamment de triage de patients et autres, et alors qu'ils ne devaient pas le faire en termes publics. Donc, je pense que ça recoupe les questions qui ont été posées par rapport à la protection des lanceurs d'alerte. Voilà, c'est à peu près tout ce qui est venu. Le reste a eu des réponses. Donc. Bien, je crois que Denis Smiroun, vous avez la parole est pour vous. La protection des sources est pour nous absolument essentielle, cruciale. D'abord, c'est une obligation légale, elle sera encore renforcée, comme je vous l'ai dit, par la directive. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder, vous faites simplement sur Google alerte santé environnement et vous tombez, c'est la première occurrence sur la DASP. On a mis en place une forme de déclaration qui est ultra sécurisée. Alors, quand on dit ultra sécurisé, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait aucune possibilité pour des spécialistes, et notamment financés par des parties intéressées, qui arrivent à rentrer dans l'enceinte du Pentagone et ses systèmes informatiques sécurisés. Excusez-moi, je vais vous redemander de couper votre caméra parce que ça ne tient pas. Excusez-moi. Je ne vous entends plus. Donc,
Je vais voilà. recommencer. Je suis désolée. Je ne sais pas à quel endroit vous m'avez lâché. Vous étiez en train de parler du Pentagone. J'étais en train de parler du Pentagone. Oui, donc c'est simplement pour reconnaître et ne relève pas de ce monde, mais en tout cas, on a mis en place avec les outils du gouvernement, c'est une plateforme qui gère toute une série d'autres applications disposant d'informations très les moyens de faire en sorte que tout ce qui a trait lorsque nous instruisons en interne, parce qu'il y a des rapporteurs des différents dossiers, nous le faisons au travers de cryptage des informations, donc ils ont un code personnalisé permettant d'aller consulter la partie du dossier. Et évidemment, quand on instruit auprès, par exemple, d'une préfecture locale ou d'un établissement sur le territoire où l'objet du litige, en sorte, de la préoccupation vient, nous ne donnons pas d'informations permettant d'identifier la source. Donc, nous y sommes extraordinairement attentifs, et lorsque nous traitons ces dossiers en session, les comptes rendus, et c'est écrit par la loi, ne donnent aucune information sur les personnes en cause. Maintenant, il y a une autre dimension, c'est en effet les lanceurs d'alerte. Le meilleur moyen de traiter rapidement l'objet de cette alerte, c'est en interne, parce que c'est plus rapide, c'est sans doute plus effectif, plus immédiat, mais ça, en effet, potentiellement expose la source à une fuite. Et c'est là que les propos tenus par Rémi, qui exposait comment il gère, comment en interne il traite dans des conditions qui doivent être absolument sécurisées, prennent tout leur sens. Et là, ne pas mettre en place ces dispositifs extrêmement sécurisés correspond à une faute. Pénalement, comment dire, qui peut être traîné devant les tribunaux avec de lourdes peines. Cette protection des lanceurs d'alerte, si malheureusement il y a une fuite, elle relève du défenseur des droits. Elle relève du défenseur des droits qui a tout pouvoir pour accompagner, conseiller et défendre la personne qui se de son signalement. Nous ne sommes pas en charge, la commission n'est pas en charge de la défense des lanceurs d'alerte. C'est le défenseur des droits, et ce pour tout type de signalement, que ce soit du harcèlement, de la violence, de la corruption, ou ce qui est l'objet de la commission que je vous ai exposé tout à l'heure. En revanche, si d'aventure un lanceur d'alerte nous signale, ce qui a été le cas, bien sûr, être par exemple, d'un licenciement ou de non-renouvellement d'un contrat en raison de l'action qu'il a engagée en interne, nous transmettons immédiatement le dossier au défenseur des droits, et ceci sera encore consolidé, fortement consolidé par la transposition de la directive. Nous n'intervenons pas dans les dossiers qui relèvent du secret défense ou du secret médical. Également, ces affaires doivent être strictement protégées. Mais en revanche, la protection du secret des affaires n'est pas opposable, c'est écrit dans les textes, à des signalements relevant de l'intérêt général, et ce qui a trait à la protection de la santé ou protection de la biodiversité, des milieux, etc., relève clairement de l'intérêt général, et dans ces conditions, le secret des affaires n'est pas opposable. C'est écrit dans les textes de la et nous sommes très attentifs à leur respect. Merci beaucoup. Je crois que Rémi Mossry, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui. Je voulais dire 2 mots sur cette question d'anonymat, et aussi peut-être essayer de répondre à une des questions que j'ai été voir par écrit, donc liée à la confidentialité.
c'est compliqué cette histoire d'anonymat au niveau auquel je regarde les choses. Hein. Moi, il n'y a pas de texte de loi qui définit les droits et devoirs d'un référent intégrité scientifique. Ça sera peut-être dans le futur, mais pour le moment, on fait comme on peut. Mais en tout cas, chaque fois que quelqu'un me fait un signalement, et en particulier quand c'est un jeune, je lui dis bien qu'on va le protéger, mais en réalité, je sais très bien que c'est compliqué. Parce qu'une carrière scientifique, ben, quelqu'un il va avoir besoin. Imaginez qu'un étudiant en thèse fasse des critiques sur des méthodes scientifiques employées par son patron. Bon, il a raison et c'est très courageux. Mais comment est-ce qu'on va faire dans la suite? L'anonymat ne va pas être facile à conserver parce que la plupart du temps, on est un petit milieu et on sait, quand bien même on dit que le signalement est anonyme, on sait d'où vient, ou en tout cas la personne mise en cause peut deviner assez rapidement d'où vient l'accusation. Donc c'est quelque chose de compliqué. Moi, j'essaye d'être très précis vis-à-vis de la personne en disant je peux conserver votre anonymat, mais ce n'est pas complètement garanti, en particulier par exemple si c'est un problème de plagiat. Si quelqu'un me dit j'ai été plagié, on va deviner très vite qui est l'auteur du signalement. Et donc il m'est arrivé une fois de passer comme je n'ai pas le droit de m'autosaisir, et que la personne, après réflexion, m'a dit bah, dans ce cas-là, il vaut mieux que je ne fasse pas le signalement. Bah, il m'est arrivé de ne pas traiter un cas. Alors, je vous rassure, ce n'était pas très grave. Si c'était grave, je procéderais autrement, mais on peut arriver à des situations de ce type-là. La question qui était posée par écrit, c'était celle de la tension qu'il pouvait y avoir entre la confidentialité que je dois absolument suivre et le fait qu'un débat puisse devenir public, par exemple, comme dans un site comme PubPeer, où sont déposés, d'ailleurs de façon anonyme, des signalements de fraude. Donc c'est une tension réelle. Il faut savoir que moi, je n'ai même pas le droit de dire que je suis saisi d'un cas, sans même entrer dans le détail. Alors comment je fais, si jamais le cas, et c'est quand même assez rare, devient public, médiatique, etc., et que je sens qu'il y a une pression et que les gens me disent « Oh là là, je suis sous la pression, etc. », ben je demande la permission, en général elle m'est accordée, de pouvoir au moins dire publiquement qu'on travaille sur ce cas, qu'il y a une enquête, et à ce moment-là, je demande aux journalistes qui me questionnent « Laissez-nous le temps de traiter le cas ». Et c'est vrai que c'est compliqué, il y a vraiment un rythme très différent entre une enquête, une investigation sur l'intégrité scientifique et le temps médiatique. Philippe, hein? Oui, non, mais je crois que tout a été à peu près répondu. Il y a des questions qui se posent, mais qui sont techniques. Je pense que déjà des réponses ont été données. Les enregistrements, effectivement, seront accessibles ultérieurement. On nous pose la question des slides. À partir du moment où ça faisait partie d'un partage d'écran, ce sera forcément dans l'accès pour tous. Il y a une question pratique à laquelle je ne sais pas répondre, qui est la toute dernière question, là, sur les questions-réponses qui ont été posées dans la longue suite de questions écrites. Je ne sais pas s'il sera possible d'accéder ensuite. Ça, je laisse le soin à l'équipe technique peut-être. Enfin, je ne sais pas, moi, Françoise, tu as la réponse. Moi, je ne l'ai pas. Non, je n'ai pas la réponse. Je pensais que peut-être tu l'avais pour les questions et les réponses. Je ne l'ai pas. Je suis désolée. On fera en sorte de la voir rapidement. Écoutez, si aucun d'entre vous a quoi que ce soit à ajouter, je pense qu'on peut arrêter là cette table ronde. Moi, vraiment, je voulais vous remercier vraiment très sincèrement. D'abord parce que vous avez donné beaucoup de précisions, des précisions qui peut-être pourraient rassurer quand même, je crois, un certain nombre de gens qui sont certes dans des inquiétudes légitimes, et j'ai bien noté le fait que voilà, il y avait des inquiétudes qui étaient légitimes, mais enfin, on ne peut pas non plus occulter cette espèce d'ambiance de défiance extrêmement dommageable, que ce soit défiance envers les scientifiques et envers la science. D'ailleurs, ça va être évoqué dans la table ronde suivante par rapport à l'esprit critique. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ces questions d'éthique sont quand même extrêmement présentes. Peut-être que la meilleure preuve, c'est que, et vous l'avez d'ailleurs vous-même signalé, hier déjà, à l'occasion de plusieurs tables rondes, les questions de déontologie, d'éthique ont été soulevées. Et donc, on voit bien que c'est vraiment des questions
qu'on ne peut pas occulter. Moi, je me réjouis qu'il y ait donc eu à l'ordre du jour de cette université une table ronde spécifiquement sur ces questions. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir été là un peu tôt ce matin, un dimanche. Et bonne journée à toutes, à tous. Je ne peux pas dire à toutes, mais à tous. Merci, au revoir.